Eh bien, Marthe, on est en forme aujourd'hui. Alors déjà, on pourrait envisager une chose, non, qui l'accompagnera. Oui. Parce qu'il faut qu'elle soit bien relevée. C'est merveilleux. Salut Lies. Salut, Merci beaucoup d'être là. merci pour l'invitation. Et bienvenue chez Lemzo. Lemzo, c'est un restaurant afro-antillais, rue Godefroy de Chavagnac. Je l'ai bien dit, je suis très content. Il s'est entraîné avant. 1 heure dans le miroir comme ça. Geoffroy de Chavagnac dans le 11e. C'est un restaurant qui est tenu par Nadia, alias Tata, qu'on remercie chaleureusement, d'autant qu'elle nous a réservé, genre vraiment, littéralement, on n'est que 2 ici. Ouais, Voilà, c'est confortable. on a tout le resto pour nous, donc ça c'est magnifique, c'est parfait, merci infiniment. Un restaurant qui réconcilierait les équipes du Maroc et du Sénégal. T'as vu, tellement c'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit à Sandrine Rousseau alors que je l'emmenais dans un restaurant, mais tu as peut-être vu l'émission qui s'appelle Chez Darkoum, voilà, dans le 20e arrondissement. Sandrine Rousseau, que tu connais un tout petit peu, tu m'as dit avant l'émission, Un tout petit peu. qu'on salue. Donc on salue, absolument. Voilà, et qui t'a vaguement poussé, qui t'a vaguement un peu motivé par la politique, non? Pas spécialement. Tu ne me le feras pas dire, c'est-à-dire qu'en fait... Fallait dire oui, bordel. Mais non, c'est quelqu'un que j'apprécie. En plus, elle habite juste à côté de chez moi. Mais non, elle ne m'a pas poussé à faire de la politique. On t'a déjà dit que t'avais la même voix que l'avocat Charles de Consigny ou pas du tout? Personne ne s'est permis de me le dire. Et je vais m'en aller. Voilà. Non, c'est faux. Merci beaucoup. Il y a des cacahuètes. J'en goûter une. C'est des espèces d'arachides. Je t'en prie. Ouais, Ah, je vais vas-y. goûter. Non, je crois qu'il y a du gluten. Non, il n'y a pas du gluten dedans. C'est des arachides, y a pas de... Ah putain. En plus, c'est vraiment méchant parce que tu m'affiches comme ça sur mes intolérances. Mais ceux qui ont Oui, ça des intolérances au gluten me comprendront. Voilà. Non, mais ouais. Et tu es surtout connu pour être un militant, donc sinon le militant français pour les droits de l'enfance. Et t'es auteur. Et tu es aujourd'hui chef de service d'un établissement de protection de l'enfance. Oui, je suis responsable d'un foyer qui accueille des mineurs non accompagnés. Et je suis responsable d'un foyer qui a la particularité d'être le seul foyer qui accueille les jeunes filles primo-arrivantes et les très 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 jeunes enfants. Donc je peux avoir des enfants de 10, 11, 12 ans qui viennent tout juste d'arriver en France sans leurs parents et qui ont besoin d'une protection. Donc mon travail, c'est de les protéger. Et comment ça se fait concrètement au quotidien Au quotidien, c'est de la suppléance parentale. Ça veut dire qu'on va faire ce que n'importe quel parent doit faire avec son enfant. On va leur apporter une éducation, on va les accompagner à leur rendez-vous de santé, on va veiller à ce qu'ils ne se couchent pas trop tard, on va s'inquiéter pour eux quand ils ne rentrent pas. Parce que ça nous un arrive, cadre de vie. Complètement, c'est ça. Voilà, c'est vraiment de la suppléance parentale, sauf que c'est dans un établissement collectif. Donc j'ai 24 enfants. Voilà, c'est assez classique quand on fait ce travail-là et qu'on a la responsabilité d'enfant. Et c'est pour ça que moi je parle vraiment de suppléance parentale, c'est qu'on a malgré tout quand même cette responsabilité et ce rôle auprès d'eux. Tu vois, pendant longtemps, on disait que les politiques d'aide sociale à l'enfance, c'était un peu des politiques d'aide sociale, un peu comme les politiques d'aide sociale avec guichet, tu vois, comme le RSA. Donc, mais en fait, c'est extrêmement réducteur parce que s'occuper d'un enfant qui n'a pas de parents ou dont les parents ne sont pas physiquement présents dans le pays dans lequel il vit dorénavant, c'est pas juste lui donner à manger et un toit, c'est lui satisfaire à ses besoins fondamentaux et c'est satisfaire également à son besoin de sécurité affective, de stabilité affective, c'est garantir son développement. Et ça, c'est des choses multifactorielles, donc qui requièrent à la fois une expertise, une expérience, et qui demandent aussi beaucoup d'amour. Et je pense qu'il y a un terme qui est extrêmement tabou aujourd'hui dans notre système de protection de l'enfance, qu'on est de plus en plus nombreux à essayer de démocratiser, c'est l'amour. Pendant longtemps, d'ailleurs, on a dit aux enfants placés à l'ASE et également à ceux qui s'en occupaient qu'il ne fallait pas trop s'attacher, comme si l'attachement était quelque chose de négatif, parce que finalement, et de dangereux, notamment parce que ça viendrait un peu prendre une place qui ne doit pas être celle d'un professionnel, qui doit faire preuve d'une certaine distance, alors qu'en réalité, un enfant ne peut pas survivre sans amour. C'est impossible. Vous pouvez lui donner à manger, vous pouvez lui donner un toit. S'il n'a pas d'amour, il meurt. Et on le voit avec les bébés.
notamment parce que on a une énorme difficulté aujourd'hui qui, moi, me choque particulièrement dans le système de protection de l'enfance, c'est qu'on a de plus en plus de bébés, par exemple, qui sont placés à l'ASE. Et on note depuis quelques années maintenant le retour du syndrome d'hospitalisme, par exemple. Le syndrome d'hospitalisme, c'est un syndrome qui avait été repéré pour la première fois dans les orphelinats roumains. C'est des enfants qui, faute d'avoir de la contenance physique, des preuves d'attachement, d'être portés, des bébés à qui on ne parle pas, vont développer une dépression extrêmement grave. Et cette dépression va les conduire petit à petit à mourir, en fait. Donc, et ça, c'est des choses, moi, qui me préoccupent beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important de démocratiser l'amour quand on parle de protection de l'enfance, et notamment pour les professionnels qui s'en occupent. Ouais. Justement, est-ce que tu considères comme un progrès le fait qu'on a avancé là significativement sur une loi qui permettra aux enfants placés de l'ASE d'être assistés par un avocat ? Oui, et bon, cette loi elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier. Elle doit encore passer par le Sénat ? Elle doit passer au Sénat, ça va arriver le 28 mai, donc je ne sais pas quand cette vidéo sort. On espère le 28 mai. Voilà. Donc le 28 mai, normalement, je l'espère, et on fait tout pour. On se mobilise beaucoup auprès des sénateurs en ce moment pour faire en sorte d'avoir cette victoire-là. Si le Sénat vote le même texte que celui que l'Assemblée nationale a voté, et qu'il vote majoritairement ce texte, on pourra estimer que ma génération aura légué l'héritage le plus important qu'il n'ait jamais légué aux générations futures. Quelque chose de très simple, un avocat. Et qu'aujourd'hui, en 2026, on en soit à réclamer que chaque enfant... C'est exactement la question que j'allais te poser. Bah vas-y. Vas-y. Je te laisse faire ton taf. Je vais pas tout faire à ta place. Puisque tu me taquines depuis tout à l'heure, vas-y, bosse un peu. Mais non, mais est-ce que tu penses que les comment ça se fait que en fait un enfant placé n'a jamais eu droit à un avocat avant et qu'en 2026 on considère justement que c'est un progrès qu'un enfant placé soit assisté par un avocat, tu vois ? Parce que pendant très longtemps, et même encore un peu aujourd'hui, ça dépend des endroits, on ne considère pas les enfants placés comme des enfants, on les considère plutôt comme des objets, comme des colis qu'on prend, qu'on déplace, dont on peut faire finalement un peu ce qu'on veut. Et donc on ne les considère pas comme des sujets de droit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dramatique, parce que la société a considérablement évolué. Aujourd'hui, on le voit, tu vois, le seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard des violences faites aux enfants augmente considérablement. On le voit quand on note une augmentation très importante du nombre d'appels au 119, qui est le numéro que normalement tout le monde doit connaître, qui est le numéro pour les enfants en danger, qu'on peut appeler si on a une inquiétude, un doute, et qui ensuite pourra avoir des moyens d'action auprès des services de police, auprès des services de protection de l'enfance, donc pour tout simplement mettre en place des protections. Mais le système de protection de l'enfance n'a jamais évolué, on va dire, de la même manière que la société. Il n'a jamais évolué au même moment, il n'a jamais évolué sur le même tempo, il a toujours été en retard, parce qu'il y a un héritage historique qui est extrêmement lourd, où les enfants de l'ASE, les enfants de la DAS à l'époque, ou les enfants de l'assistance publique encore avant, sont des enfants déshumanisés, qui sont un peu les rebuts de la société, que personne n'a voulu, que personne ne veut, que personne ne souhaite, donc on les laisse souvent très seuls, et c'est contre ça qu'on lutte, et donc je peux dire que si vraiment on arrive à faire passer cette loi, ce sera une très 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 belle victoire, la plus belle qu'on ait jamais obtenue, je crois, parce que ceux qui ont le même parcours que moi savent que si on avait pu, moi si j'avais pu avoir un avocat dans mon enfance quand j'étais placé à l'ASE, ma vie aurait été radicalement différente. Radicalement. Avant d'en venir à ton parcours, est-ce que tu trouves que c'est un truc très français de déshumaniser autant un enfant ? Oui, alors très français, oui, parce qu'en plus, nous, on a cet héritage du code napoléonien, où, je le rappelle, le père, le paters familias, avait quand même le pouvoir de tuer son enfant, littéralement. Tout simplement. Voilà, Ouais. Et il y a des pratiques qui ont perduré comme ça pendant très longtemps, avec la possibilité, toujours pour le père, de faire emprisonner son gamin, dans les bagnes d'enfants, notamment. Tu vois, on pourrait parler du beau poème de Prévert, La chasse à l'enfant, qui trace un peu l'histoire du bagne de Belle-Île, de l'île de Belle-Île. Donc on est confronté, et c'est pas une histoire très ancienne, c'est début du siècle dernier, enfin je veux dire, c'est pas non plus, je parle pas d'il y a 300 ans, je parle de choses qui sont quand même relativement récentes. Le bagne, la colonie pénitentiaire de Métré, qui a fermé il y a, je crois, 60 ans, un truc comme ça. Donc c'est vraiment... On a cet héritage
du code napoléonien, de la sacralité des liens du sang, du pouvoir de vie ou de mort sur sa descendance, enfant, non pas sujet de droit, mais bien objet ou propriété de ses parents. Et c'est, pendant longtemps d'ailleurs, dans la loi, dans le code civil, l'enfant n'était pas un humain, n'était pas assimilé à un humain, c'était plutôt assimilé à un objet, on pouvait en faire ce qu'on voulait. Et donc cet héritage-là, il a forcément un impact aujourd'hui dans notre pays, dans la manière dont la société considère les enfants, dans la place qu'elle leur laisse et dans la manière également dont les politiques publiques sont construites. Donc on ne peut pas faire fi de l'histoire, voilà, pour pouvoir comprendre comment aujourd'hui on fonctionne avec les enfants et qu'est-ce qu'on leur lègue et qu'est-ce qu'on leur laisse comme espace. Ouais. Et puis même dans les films, même dans les chansons, on a souvent vu des enfants qui étaient dénués de raison. L'enfant, c'est le corps dominé, c'est d'ailleurs, tu vois, et ce qui m'inquiète d'ailleurs beaucoup aussi en ce moment, c'est qu'on a des discours comme ça qui reviennent avec beaucoup de force, tu vois, sur il faut les dresser, il faut les mater. La dernière fois, il y avait un préfet, le préfet Moutou, qui était à la radio, qui disait, alors, il y a 2-3 ans maintenant, mais qui, après les révoltes urbaines, disait une claque et au lit, alors qu'en 2019, on a quand même réussi à faire voter une loi qui a été promulguée qui interdisait les châtiments corporels. Donc un représentant de l'administration française, du gouvernement, tiennent de tels propos sur une radio publique qui en plus incite les gens à enfreindre la loi quand ce sont des lois protectrices vis-à-vis des enfants, c'est extrêmement questionnant. Une éducation, ça commence à la naissance. Oui, mais vous savez, moi, je vais vous dire franchement. Vous savez bien que dans certains quartiers, il y a d'abord, il n'y a pas de certains quartiers, il n'y a pas d'effet culturel. Quand on a des enfants, on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police ou piller des magasins. Tout le monde Moi, je vais vous dire quelque chose. Égalité, hein. Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode c'est quoi ? C'est 2 claques et au lit. Et on le voit également à l'extrême droite, qui est aujourd'hui quasiment pour le retour des châtiments corporels, qui nous parle aussi de dressage, de matage. Donc c'est avec des discours extrêmement déshumanisants à l'égard de la jeunesse. Et je trouve que là, on tend vers quelque chose de très régressif. Là, on a pu éventuellement progresser, notamment après le MeToo, parce qu'on a été entraîné dans cette vague-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à interroger la domination des hommes sur les femmes, à partir du moment où elles ont pris beaucoup plus d'espace dans la société, on a également commencé à interroger la domination des adultes sur les enfants. Et là, il y a un peu cet effet boomerang où on a en effet une certaine partie de la classe politique située à la droite ou à l'extrême droite qui reviennent dessus, sur ces acquis et qui veulent récupérer leur pouvoir vis-à-vis d'êtres humains extrêmement vulnérables. Bien avant ce liesse loufoque combatif, souriant, on va faire un petit retour aux origines. Et bon, je préviens notre auditoire, c'est pas gai, c'est pas joyeux, mais pour comprendre un peu qui t'es, il faut comprendre ce que tu as été. Je le disais, tu as une enfance vraiment difficile, tu es placé à partir de tes 18 mois. Non, justement, je suis placé à la naissance. Tu es placé à la naissance, mais d'abord en pouponnière. Voilà, c'est ça. Voilà, d'abord en pouponnière, et puis après, à partir de tes 18 mois, donc. J'étais en famille d'accueil. Exactement, dans une famille d'accueil qui est très aimante. Ta mère est atteinte d'une maladie mentale, donc elle peut pas s'occuper de toi. Et dans cette, j'allais dire, première famille, en fait, ça aurait pu être ta première et dernière famille. Complètement, et ça aurait même pu être ma mère. C'est-à-dire qu'elle m'a élevé comme son fils, elle m'a aimé comme son fils. Elle avait un mari qui s'appelle Yves, avec qui je suis toujours en lien d'ailleurs, qui vraiment, je pense, m'ont porté. Et quand je dis porté, c'est à bout de bras. C'est-à-dire qu'ils ont été là pour moi et ils m'ont vraiment apporté tout ce dont un enfant a besoin. Et malheureusement, je n'ai pas pu rester chez eux parce que ma mère biologique a toujours conservé l'autorité parentale. Pourquoi elle l'a fait, pardon ? En fait, c'est même pas qu'elle l'a fait, c'est-à-dire qu'à cette époque, il a fallu attendre 2016 pour que la loi évolue. Le parent, même si c'était un parent incapable, incompétent, malade, en prison, un parent de merde parfois ou violent, ça restait le parent, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. C'est la sacralité des liens du sang, c'est-à-dire que le sang va primer, va prévaloir sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Le sang reste, le sang est là, il ne s'efface pas. Et notre système de protection de l'enfance, il est traversé par des dogmes, comme tout système, et parmi ces dogmes, il y a celui-ci.
celui des liens du sang. Voilà. Et c'est encore une fois en lien avec tout notre héritage historique, le poids de l'histoire sur l'existence même finalement de notre système de protection de l'enfance. Donc ma mère biologique qui est atteinte d'une maladie mentale, qui est sous tutelle, conserve l'autorité parentale, elle vit en région parisienne, et les services d'aide sociale à l'enfance ont refusé que je reste avec ma famille d'accueil parce qu'elle a voulu déménager dans le sud, et donc ils ont voulu que je reste en Île-de-France, proche du domicile de ma mère que je ne connaissais pas à cette époque. C'est-à-dire que je ne l'avais jamais vue, je ne lui avais jamais parlé, elle n'avait pas de droit de visite, elle n'avait pas de droit d'hébergement, elle était hospitalisée en psychiatrie. Donc voilà, je veux dire, c'était une inconnue totale, quelqu'un qui n'existait pas, qui n'avait aucune valeur pour moi. Et qui d'ailleurs n'en a pas forcément eu ensuite par la suite, mais en tout cas voilà, jusqu'à ma majorité elle a conservé ce pouvoir sur ma vie, et donc moi j'ai dû quitter cette famille et j'ai ensuite atterri dans une deuxième famille d'accueil. Ça a été très dur pour eux parce qu'en fait ils pensaient réellement qu'ils voulaient m'emmener dans le sud, donc ils ont même dit mais on comprend pas parce qu'en fait on sait déjà que la génitrice de Lias ne pourra pas le récupérer, que de toute façon il sera placé s'il n'est pas adopté jusqu'à sa majorité, donc confiez-nous à l'adoption, c'est-à-dire qu'en fait, et ils avaient raison, c'était ce qui aurait dû se passer. Qu'on n'aille pas sur une adoption plénière qui efface la filiation d'origine, qu'on se dise une adoption simple qui permet à deux filiations de cohabiter, voilà, c'est tout à fait acceptable, tu vois ce que je veux dire. Alors que le parent biologique reste le parent biologique, et puis le parent adoptant reste le parent adoptant, mais il est aussi le parent de filiation, c'est-à-dire c'est le coparent de filiation. Et ça, c'était des choses qui auraient pu être possibles, mais qui n'ont pas été mises en œuvre pour des raisons idéologiques. Et moi, ce que je trouve fou quand même, c'est qu'on te demande même pas ton avis en fait, alors que tu vois, si t'avais eu si j'avais eu un avocat typiquement, tu vois, l'avocat il aurait interrogé ça, il aurait peut-être pas forcément pu faire grand chose, il aurait pas contraint la justice à examiner ma situation différemment. Merci. Magnifique. Super. Merci infiniment. C'est des acras de morue. Merci beaucoup. Merci. Moi je mange. Ouais. Ah pardon. Moi ça. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Putain, ça. Merci. C'est très doré. Et donc c'est très bon, je pense. Voilà, tout simplement. Ah bah ouais, tu vois. Je te limite. Santé. J'avoue, c'est bon. Comme dit la pub, c'est bon, mais c'est chaud. Ouais, il y a du gluten, mais c'est bon. T'as pas gonflé. Ça va aller. On a évolué, c'est-à-dire que la loi a évolué. On s'est beaucoup battu en 2016 pour faire passer une loi au Parlement qui justement facilite les procédures de délaissement parental. C'est-à-dire quand un parent n'a ni les capacités ni les compétences pour être parent, c'est-à-dire en fait satisfaire aux besoins fondamentaux de son enfant, ce que je disais tout à l'heure, garantir sa sécurité, etc. Plutôt que de faire durer une situation de placement ad vitam aeternam, c'est tout simplement d'en prendre acte, de retirer l'exercice de l'autorité parentale, ce qui ne veut pas dire effacer la filiation, mais c'est juste dire que tu ne pouvais plus avoir de responsabilité juridique sur cet enfant et le confier à l'adoption simple. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on a obtenues et qui commencent petit à petit à faire leurs preuves, parce qu'on note ces dernières années notamment une augmentation, qui n'est pas phénoménale, mais une petite augmentation quand même, du nombre d'enfants concernés par un délaissement parental et donc ensuite adoptés sur ces modalités-là. Cette famille du coup qui déménage dans le sud, du coup toi t'es placé dans une autre famille d'accueil ensuite, et eux là c'est des vrais sadiques. Oui, complètement. C'était une famille d'accueil. C'est pas une famille d'accueil d'ailleurs. C'était moins que. Ça n'avait rien à voir avec une famille d'accueil en réalité. C'était des personnes qui, pour le coup, eux faisaient ça sans passion, sans volonté. Pourquoi ils le faisaient alors ? C'est une vraie question. Moi, j'ai jamais eu la réponse en fait. C'est-à-dire que ces gens, ils vont pas te dire, je fais ça parce que je prends du plaisir à maltraiter un enfant. En général, c'est pas ce qu'ils te disent. Peut-être non. Je pense pas. Enfin, en tout cas, probablement qu'ils y prenaient du plaisir. Sinon, ça aurait pas duré 2 ans. Mais c'est surtout, je sais pas, quelles sont les motivations profondes. J'arrive pas, moi, à le comprendre. De toute façon, je pense que je serai jamais en mesure de le comprendre, en réalité. Mais ce qui est extrêmement grave, en fait, c'était même pas... Enfin, il y a 2 choses, tu vois. Il y a à la fois la violence qu'on exerçait contre moi dans cette famille, mais il y a aussi le silence de l'institution derrière. C'est de trucs où il n'y a jamais eu de contrôle. Moi, quand j'arrive dans cette famille d'accueil, j'arrive après avoir dû rompre les liens que j'avais avec ma première famille d'accueil. Ils m'accueillent. Donc déjà, c'est compliqué quand tu as 4-5 ans et que tu as déjà vécu 2 ruptures en soi. La première avec ta mère biologique à l'accouchement. La deuxième avec la famille d'accueil qui t'a élevé quand même sur tes premières années de vie. Tu arrives dans cet environnement, bon, forcément,
t'as déjà des choses à réparer alors que Ouais. tu n'es qu'un très très jeune enfant. Et ce qui moi m'a particulièrement choqué, c'est que tu vois l'éducatrice qui s'occupait de moi à cette époque était l'éducatrice référente, c'est comme ça qu'on les appelle. Elle tombe malade, donc elle a un cancer, elle part en arrêt maladie et donc elle tombe malade après m'avoir déposé chez cette famille d'accueil. Ouais. Et en fait, elle revient seulement 2 ans après. Et 2 pendant ans. ce laps de temps, personne ne s'est soucié de mon Ouais. sort. C'est-à-dire qu'elle avait donné mon dossier à une de ses collègues. Voilà, ça, on va y revenir. Après, ça, c'est après les 2 ans. Ouais, Ça, c'est à la fin des 2 ans. bah c'est à la fin quoi, mais oui. C'est à la fin. Mais pendant les 2 ans, nuit et jour, tu vas subir le pire, quoi. Déjà, même ton lit, c'est quoi? C'est un truc de polystyrène. Bah, c'est ça, c'est pas qu'en de fait sol. déjà, j'avais pas de lit. Donc c'était un espèce d'une plaque en polystyrène qui était posée sur le sol. Donc il n'y avait pas de drap, il n'y avait rien, c'était juste une plaque. Et la porte était fermée à clé. Donc ça veut dire qu'en plus, moi, tu vois, normalement, c'est un âge, tu vas à la maternelle, tu vois. C'est un truc, c'est classique, les enfants de cet âge-là, ils vont en maternelle, ils sont scolarisés, ils sociabilisent avec les autres enfants. Moi, c'était pas le cas. Donc déjà, rien que ça, si tu veux que ça alerté personne, c'est quand même problématique. Oui, déscolarisé pendant 2 ans, déjà, normalement, ça devrait. Ouais. Et je pouvais rester comme ça enfermé dans cette pièce pendant plusieurs jours. Même parfois plusieurs jours sans qu'elle ouvre la porte. Donc c'est des C'est quoi, choses, pendant 3-4 jours, tu peux pas. tu peux rien, enfin tu pas ne en fais faire. rien. C'est-à-dire en fait moi je faisais mes besoins sur moi, donc du coup forcément quand elle ouvrait la porte, elle le voyait. Et là en général, j'avais le droit à des douches soit hyper brûlantes, soit hyper glacées, avec des insultes. Et ce qui était fou, c'est qu'en plus il y avait un autre gamin de l'ASE qui était placé là-bas. Lui, il était handicapé, donc il était suivi sur le plan médical. Et quand il avait fait une consultation avec un de ses médecins, il s'était rendu compte qu'il avait des traces sur le corps, donc des traces de maltraitance. Lui a été retiré de chez cette famille d'accueil, je me souviens très bien, il s'appelle Cyril. Moi, j'y suis resté. C'est-à-dire qu'en fait, on a constaté que ce gamin avait été maltraité, mais on ne s'est pas soucié de savoir si celui qui vivait avec lui, qui était lui aussi placé, vivait les mêmes choses. Alors, est-ce Donc qu'il y a c'est pas- vraiment déconnant à plein régime. Tu vois. Tu vas peut-être me dire que je vois du racisme partout, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu de racisme là-dedans, peut-être? Bah, non en fait, c'est possible. C'est même probable, c'est-à-dire que quand on est un enfant placé, issu de familles d'origine étrangère, qu'on vous met dans un petit village de l'Eure-et-Loire, chez des personnes qui probablement n'ont jamais vu d'enfants d'origine arabe ou noire, oui, probablement, peut-être. J'en ai aucune idée en réalité chez cette famille spécifiquement, mais en tout cas, beaucoup d'anciens de l'ASE le disent. Que quand ils sont placés, notamment dans des zones rurales, loin des centres périurbains, que ce sont des enfants racisés, eh bien, il y a une difficulté supplémentaire. C'est une période, en vrai, dont je garde peu de souvenirs, si ce n'est les souvenirs peut-être de ce qui a été pour moi le plus violent et le plus grave, Ouais. mais je me souviens pas de mon comportement, tu vois. Donc 2 ans de souffrance que tu vas faire vivre toi après à ta 3e famille d'accueil. Que je vais faire vivre Ok. moi. Non. Non, mais je veux dire, non, mais t'as été Non, victime. non. Tu vois ce que je veux dire? T'as été Oui, victime ben, de- je pense que ça a pas Les été, blessures accumulées, en fait, t'ont considérablement transformé. Moi, j'étais un enfant j'ai nourri une forme d'agressivité, de remise en cause permanente du cadre. J'avais nécessairement besoin d'être dehors. C'est-à-dire que je fuguais. Moi, tu sais, d'habitude, l'âge, on va dire, des premières fugues, c'est plutôt 10-11 ans. Moi, à 6 ans, 7 ans, je prenais mon vélo, je dormais dans la forêt. Je pouvais ne pas rentrer comme ça pendant une nuit entière, voire parfois 2 nuits. Et du coup, forcément, ça la mettait dans des états de panique. Donc voilà, donc ça a été très dur à gérer pour elle. C'était une époque en plus où le juge des enfants avait ordonné des visites dites médiatisées avec ma mère biologique. Donc si tu veux, Justement, pour l'instant, on fait en sorte que bah, là, je la vois. Ouais. Là, ça y est, on me dit, ça y est, t'as une mère biologique, va falloir que tu la vois, elle a des Ouais. droits. Et elle a le droit de te voir. Ouais. Donc du coup, voilà, ça a Ce qui été ajoute à aussi... la confusion. un peu. Bah, c'était hyper compliqué à vivre parce que en plus comme j'avais j'avais quand même des petits problèmes de comportement, tu vois. Enfin, en tout cas, c'était très dur à gérer pour ma famille d'accueil. T'avais la pédopsychiatre du placement familial qui m'avait foutu quand même sous Valium, sous Tertian, sous Risperdal. Ce qui est très commun dans le système de protection de l'enfance. Ouais. Non, c'est de toute façon une espèce de camisole chimique, c'est une prison chimique dans laquelle on enferme l'enfant parce que l'enfant est ingérable et il vient remettre l'adulte systématiquement en cause et il vient le déstabiliser. Donc, c'est beaucoup plus simple de donner des médicaments aujourd'hui à des gamins pour les shooter plutôt que de se dire en fait il y a besoin d'un étayage éducatif beaucoup plus important. Encore aujourd'hui ? Ah mais encore là, oui, encore aujourd'hui. Ouais, et ça moi c'est un truc sur lequel on n'arrive pas à progresser, hein, clairement. Donc il y a beaucoup le processus de déshumanisation. Ouais, de l'enfant, t'as des non, gamins qui sont sous atarax, c'est-à-dire que tous les soirs ils te bouffent les petits cachets d'atarax et voilà.
Donc, ouais. Et ça a été très dur parce que tu vois, quand ça c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que moi on m'oblige à prendre ces médicaments, je voulais pas parce qu'en plus tu sens quand même une métamorphose physique, c'est-à-dire que tu grossis, tu prends du poids, t'es complètement, des fois t'es un peu débile, tu vois, t'es comme ça, donc t'es pas très éveillé et à ce moment-là on me dit donc t'as une mère biologique, en plus elle a le droit de te voir, donc il faut que t'ailles la voir. Sauf que ma mère est complètement cinglée, donc en fait quand je vais la voir, je vois bien qu'elle est complètement irrationnelle, qu'elle tient pas des propos cohérents, des propos logiques, elle a des comportements qui peuvent être un peu en plus agressifs, des fois elle se roulait même par terre. Donc tu vois, moi en plus le lien il a pas pu se créer parce que je disais à Sarah qui était mon éducatrice référente, je dis mais comme je prenais des médicaments, je vais voir Sarah, je dis mais Sarah, si je prends des médicaments, c'est parce que c'est ma mère qui m'a rendu malade, c'est ça? Et tu sais ce qu'elle me répond, et ça m'a marqué. Et j'en ai reparlé après quand je suis devenu adulte, parce que c'était quand même très maladroit. Elle me dit, bah, tu sais, ça, en général, ce genre de maladie, ça se déclenche à l'adolescence, donc tu verras plus tard. Donc j'ai grandi, moi, avec cette Ah oui, non, mais c'est idée. ultra maladroit. Parce qu'en Oui. plus, mais non, mais c'est débile même. Oui, ben je pense que... voilà. Donc j'ai Mais en fait, c'est grandi... pas vrai. Non, mais en plus, c'est pas vrai, voilà. Mais oui, mais c'est Tu vois. tu sais, à cette époque, dans les années Ouais, début ouais, 2000, tu ouais. vois. Voilà. Ah ouais. Et Parce que, mais c'est les années 2000, c'est pas les Ouais. années 60. non, en plus, oui. Tu vois, Ouais, ouais. on devrait avoir normalement une Non, mais on n'a pas compréhension beaucoup évolué. Enfin, en vrai, moi, je trouve là-dessus, on n'a vraiment pas beaucoup évolué. sur deux trucs, mais oui. T'as un très bon article qui est sorti il y a pas très longtemps, c'était dans Politis, je crois, ou non, Les Jours, sur la surmédication des enfants placés. C'est systémique. Enfin, c'est vraiment, c'est global. En fait, c'est Moi, enfin, tous mes camarades, tous les gens de mes collègues du comité de vigilance des enfants placés avec qui je travaille, il n'y en a pas un qui n'a pas été shooté pendant son placement. Il n'y en a pas un. Que ce soit au Valium, que ce soit au Tertian, au Risperdal, à la Tarax, enfin, franchement tous. C'est voilà. Donc ça a été compliqué. Puis jusqu'au jour où en fait elle a estimé qu'elle était plus en mesure de me protéger parce que je faisais beaucoup trop de fugues, je disparaissais pendant trop longtemps. Donc du coup mon éducatrice m'a dit tu vas en foyer. Donc elle est venue me chercher un matin, mais vraiment comme on prend un colis et qu'on dépose ailleurs, et elle m'a emmené dans un foyer. et c'est là que tu découvres toute la violence d'un système. Ah ouais, là j'ai été... Ouais. Et je dirais qu'en fait, les violences les plus difficiles à vivre pour moi sont celles que j'ai vécues en foyer, même pas celles que j'ai vécues en famille d'accueil. Pourquoi ? Enfin, vraiment. Parce que c'est une violence qui est très particulière, parce que déjà c'est de la violence majoritairement entre enfants. Donc ça veut dire que, tu vois, il y a un truc où... C'est pas un adulte qui vient exercer un pouvoir, une domination sur toi, hein, en essayant de t'humilier, de te maltraiter. Alors ça arrivait évidemment, puisque c'était un foyer qui était vraiment pour le coup réputé pour être très très dysfonctionnant. Mais là, la violence exercée entre enfants a quelque chose de très vicieuse, parce que à la fois tu es très en colère et tu leur en veux, et d'un autre côté, bah tu vois, tu te dis bah ouais, mais en même temps c'était aussi des enfants, enfin tu vois. Et du coup, c'est pas la même violence. Il y a un truc qui relève presque de... En fait, on s'en veut de la subir parce qu'on se dit, là, je suis à armes égales, je pourrais me défendre. Ouais. Tu vois. Et dans ces moments-là, bah, en fait, quand t'es pas en capacité de te défendre, il y a un truc très culpabilisant. Beaucoup plus, je trouve, que si c'est un adulte. Quand t'essayes de prendre les mêmes codes que les autres et donc finalement de te comporter comme eux pour pouvoir répliquer à armes égales, de dire, en fait, tu sais, à un moment, t'as même plus peur de rien. Donc tu te dis, bah ouais, on va se battre, en fait. Tu vois. J'ai plus peur, je m'en fous. Ouais. Donc on va se taper, et on se tape, et on se tape, et on se tape. Ouais. Bah en fait, il y a un moment, ça vient casser quelque chose. Il y a presque un truc de l'ordre de l'irréparable, si tu veux. C'est que ça Ouais. devient presque après identitaire, tu vois. Ouais. Et du coup, là, c'est un gros process. Il faut travailler sur soi après pendant un petit moment pour essayer de retrouver un peu quelque chose de plus doux. Parce que sinon, après, t'es en conflit, y compris toute ta vie. Donc, La situation aujourd'hui, pour toi, elle est pire qu'hier ? Elle est pire que ce que oui, elle est pire que ce moi, que c'est t'as ce que j'arrête pas de dire. J'ai beaucoup de chance. C'est que j'ai été placé à mon époque et pas aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, il y a quand même il y a plusieurs difficultés qui n'existaient pas à mon époque. La première, d'abord, c'est que tu as quand même des enfants qui ne sont ni en famille d'accueil ni en foyer, qu'on abandonne maintenant dans des hôtels, dans des gîtes ou dans des campings, sans aucun adulte à leur côté. Vraiment, enfin... Donc ça, c'est extrêmement problématique, parce que du coup... là, les cas d'enfants à l'ASE qui se sont suicidés ces dernières années, et pour qui les cas ont été médiatisés, c'est des gamins qui ont été complètement abandonnés dans des hôtels. Et c'est des enfants qui, du coup, sont livrés à la traite des êtres humains, c'est-à-dire qu'il y a des pédocriminels qui vont les exploiter sexuellement. Il va y avoir beaucoup de violence aussi entre les mineurs qui sont dans le même hôtel, parce qu'il n'y a pas d'adultes pour encadrer, pour fixer le cadre, accompagner et éduquer, ce que je disais tout à l'heure sur le rôle de la suppléance parentale. Et puis, c'est souvent des enfants, en plus, en grande détresse psychique. C'est souvent des enfants dont les foyers ou les familles d'accueil ne veulent pas. Donc, du coup...
comme on a de la place nulle part et qu'on est à saturation en ce moment dans le système, on les met dans des endroits comme ça. Moi, tu vois, par exemple, je pense au cas de Jess Seba dans les Hauts-de-Seine, à Suresnes. C'est un gamin qui est mort en ayant été poignardé En 2019. voilà, par un autre enfant qui était placé dans le même hôtel que lui. Tu as le cas de Lily dans le Puy-de-Dôme qui avait fait une tentative de suicide que l'ASE a ensuite abandonné quand elle est sortie de l'hôpital psy dans un hôtel et puis qu'on a retrouvé pendu au barreau de son lit. Tu as le cas de Anthony Lambert qui lui a été abandonné dans un camping en Saône-et-Loire. Son corps avait été retrouvé nu dans un champ à proximité. Il y a toujours une enquête en cours. Sa famille d'accueil qui l'aime de tout son cœur, qui se bat pour essayer justement de faire en sorte que l'enquête progresse, parce que l'ASE n'a pas voulu le laisser chez sa famille d'accueil, parce que les liens aussi étaient considérés comme trop forts. Voilà, donc ces espèces et des cas, malheureusement, on en a en permanence. Tu vois, Nour à Paris, qui s'était jeté dans la Seine, parce que l'ASE, alors c'est un petit gamin pakistanais qui est arrivé ici, un mineur non accompagné, plein de traumas, parce que forcément, tu vois, sur le parcours migratoire, il en a vu, il y a beaucoup d'amis à lui qui sont morts pendant le trajet. Qu'est-ce que l'ASE trouve de mieux à faire ? Ils le foutent dans un hôtel. Tu te dis, mais le gamin a des traumas complexes. C'est pas, tu vois, il n'a pas quelques petits. C'est pas une dépression. Un trauma complexe, c'est quelque chose qui requiert des soins extrêmement forts. Enfin, je veux dire, c'est pas léger, tu vois. Donc le gamin avait un trauma complexe. Ils le mettent dans un hôtel, qu'est-ce qu'il fait ? Il en a ras-le-bol. Un jour, il pète un plomb, il se dit justement, je peux plus de cette vie, je suis tout seul, même après avoir fui mon pays, je suis là dans une chambre d'hôtel, personne ne s'occupe de moi, je me sens seul, et c'est la solitude, je pense qu'il l'a tué. Il va au bord de la Seine, il jette, il est mort noyé, tu vois. Enfin, cette espèce de truc, tu te dis, mais on en est là aujourd'hui. Ça n'existait pas à mon époque. La deuxième... Nour, Lily, Jess, Anthony, qui est responsable de toutes ces morts ? Est-ce que c'est l'État ? C'est les départements en fait. Et c'est ça qui est dégueulasse, si tu veux, aujourd'hui dans le système de protection de l'enfance, c'est que c'est pas un système qui est géré par l'État en soi. Donc il y a une dilution des responsabilités. Aujourd'hui, c'est les départements qui sont responsables de l'aide sociale à l'enfance. C'est eux qui sont les chefs de file sur cette politique publique. C'est eux qui ont la responsabilité légale de ces enfants, la responsabilité juridique sur le plan civil, sur le plan pénal, à partir du moment où la justice les place sous leur responsabilité. Et donc le fait que ce soit géré à un niveau départemental, ce que je disais, dilue les responsabilités. Tu as, je crois, 103 départements dans ce pays. Tu as 103 politiques publiques de protection de l'enfance différentes. Et donc tu as aussi 103 interlocuteurs différents chez qui il faut aller toquer si on veut que le système soit réformé à un niveau national et de fond en comble. Donc c'est impossible. Et ça, c'est un vrai problème. Après, l'État se défausse aussi beaucoup de ses responsabilités. Tu vois, Lily n'aurait pas été morte si la ministre, à l'époque, Charlotte Cobel, donc ministre de l'Enfance, avait pris les décrets qui visaient à appliquer la loi Taquet, dite donc, qui a été votée en 2022, qui visait à à interdire les placements à l'hôtel pour les enfants de moins de 16 ans. Lily avait 15 ans quand elle est morte. Si elle avait pris ce putain de décret, cette gamine, elle serait vivante. Voilà. Donc là, il y a clairement une ministre, et moi, je le dis depuis maintenant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça a l'air incroyable. Ouais, ça a l'air trop bien. Donc, tu as une ministre qui, pour moi, aujourd'hui, sur ce sujet, a clairement du sang sur les mains. Et ça, elle le sait, je lui ai déjà dit, mais voilà. Donc, mais alors, les départements qui n'ont pas de moyens, c'est qui leur donne ces moyens ? Tout bêtement. Les départements, en fait, ils financent leur système de protection de l'enfance via les dotations globales. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, tu as un peu un système de péréquation. L'État va filer des dotations de fonctionnement donc, aux collectivités territoriales. Voilà. Et puis ensuite, il y a des recettes fiscales propres aux collectivités locales. Les départements, ils peuvent se financer avec une taxe en particulier, mais c'est quand même cocasse, c'est la taxe sur, tu sais, c'est ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, c'est les frais de notaire. Voilà. Quand tu achètes une baraque, tu payes des frais de notaire. Ces frais de notaire servent à financer les politiques départementales, et en premier lieu, les politiques d'aide sociale à l'enfance. Donc je le dis de manière un peu crue, mais moins les gens achètent de maisons, moins le système de protection de l'enfance est financé. En fait, la réalité, elle est là. Voilà. Donc là, tu vois, par exemple, ce qui se joue en Gironde, c'est que le marché de l'immobilier se casse la gueule. Donc, du coup, il y a moins de droits de mutation à titre onéreux qui sont versés au département. Donc, les caisses de la Gironde commencent à se tarir. La Gironde est à 2 doigts d'être mise sous tutelle par la cour départementale, la cour régionale, la cour régionale des comptes. Tu vois. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui, et par le préfet. Donc, je savais même pas que c'était lié, ce truc. Eh oui, si, voilà. Donc, et ça, c'est un vrai problème. Nous, on demande depuis très longtemps. D'où l'immobilier, il dépend de. En fait, le financement des politiques départementales, mais quelles qu'elles soient. Merci. Les politiques. Oh là là. Merci.
les politiques d'aide sociale à l'enfance, les politiques liées au handicap, parce qu'ils sont aussi compétents en matière de handicap. Alors, ils ont une co-responsabilité avec l'État, mais quand même, c'est des gros financeurs. Les EHPAD, tu vois, il y a un certain nombre de politiques publiques comme ça qui dépendent du financement des départements et donc de cette fameuse taxe sur les ventes immobilières. Donc, voilà. Et il faut qu'on sorte de ce système-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie réforme. Mais de toute façon, moi, je suis pour qu'on retire cette compétence au département. Ouais. Bon, ça, c'est pas demain la veille, mais voilà, il y a un enjeu de pilotage aussi qui est très fort. Ensuite, après cette ferme, ce foyer, donc c'est à Sartrouville, hein, c'est ça? Non, ça, Sartrouville, c'était ma famille d'accueil. Ah oui, pardon, c'est la famille d'accueil, pardon. Donc ce foyer dans les Yvelines. Ouais. Voilà. À Verneuil. Voilà. Il y a ce fermier. Mais en fait, je fous tellement le bordel, si tu veux, dans ce foyer. Encore une fois, j'ai dit cette sensation, et c'est pareil, parce que c'est une sensation commune à beaucoup d'anciens de l'ASE, mais de ne plus avoir peur de rien te pousse quand même à te mettre énormément en danger. Que ce soit dans tes fugues, que ce soit dans ton rapport aux adultes, tu vois, il y a des adultes, vraiment, enfin, j'avais plus du tout j'avais aucun filtre en fait, tu vois. Donc forcément, il y a un moment, l'institution, parce qu'il faut bien qu'elle se protège aussi elle-même, dit stop, tu vois. Et donc, alors, en mode, moi, ce gamin, je peux plus, donc il dégage. Et donc, en effet, j'ai eu mon éducatrice, on rejoue la même scène à chaque fois, qui vient me récupérer un matin. Mes valises avaient été faites en plus dans la nuit pendant que je dormais. Là, elle m'emmène dans une ferme dans le Calvados. Donc, c'est ce qu'on appelle un foyer de rupture. C'est un lieu quand les enfants... alors, je cite ce qu'on dit souvent, et ce que j'entends sortir de la bouche des professionnels, qui, moi, m'exaspère. Quand les enfants mettent en échec leur placement. Voilà. Alors, en fait, c'est toujours la responsabilité de la France. Voilà, donc, c'est comme ça que c'est souvent présenté. Donc du coup, c'est pour des enfants qui n'ont pas su, enfin qui n'ont pas pu, d'ailleurs même pas su, c'est qu'ils n'ont pas pu se poser à un endroit ou qui n'ont pas été, qui du coup ont remis en cause les règles établies, l'ordre établi, les cadres qui ont été fixés, etc. Et donc que plus personne ne veut, entre guillemets. Et ce lieu, il est volontairement isolé, excentré. Il doit souvent y avoir un petit projet quand même pédagogique. Là, c'était une ferme, donc il y avait plein d'animaux. D'autres, ça va être, du jardinage. Ça va être des plantations de pommiers quand tu descends un peu plus dans le sud, en Normandie. Où, tu vois, il y a plein de possibilités. Et le but, c'est de réfléchir à ce qui t'a conduit dans ce foyer. Donc, c'est un peu une espèce d'autocritique, quoi. Pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Et à réfléchir à ton avenir, à ce que tu veux pour la suite. Et t'en sors quand la réflexion est aboutie. Voilà. Donc, moi, j'arrive. Ménage, nanani, quoi. Ouais. Et donc, moi, j'arrive dans ce foyer. Et là, donc Denis, le fermier, mon éducatrice se barre tout de suite. Hein. Elle très peu de présentation. Après elle avoir part vu Denis. dans la foulée. Ouais. Alors, il faut savoir que Denis était veuf. Sa femme, c'est pareil. Hein, sa femme est décédée il y avait pas très longtemps avant que j'arrive. Donc déjà, tu te dis, le bonhomme, il est quand même un peu dépressif. La baraque était dégueulasse. Moi, j'étais il m'a foutu dans une chambre. C'était ignoble, mais ignoble. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais des espèces de canettes de bière au sol, les draps, il n'y avait pas de draps. J'avais interdiction d'appeler et d'utiliser le téléphone de la ferme, parce qu'en général, t'es plutôt coupé du monde, tu vois. C'est un peu l'objet recherché. Et d'ailleurs, je me souviens parce que j'avais dû escalader par la fenêtre de son bureau quand il est parti faire son travail de fermier. Et j'avais appelé la sœur de ma première famille d'accueil pour qu'elle m'envoie des draps par la poste. Oui. Et il s'en était rendu compte quand les draps sont arrivés, forcément. Donc, voilà. C'est que ces trucs propres dans ma ferme. Ouais, là, c'est ça. Je suis pas habitué. Donc voilà, donc ça a été. Voilà. Et donc en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, le gars, tu vois, j'arrive. Donc il me fait faire le tour du propriétaire et là il commence à m'expliquer qu'en fait il fallait que je travaille dans la ferme, tu vois. Qui m'a vraiment pris pour de la main d'œuvre pas chère et gratuite. C'est intéressant parce que oui, mais j'étais pas non, c'était du bénévole. Enfin, t'es là et tu fais le travail du fermier du matin jusqu'au soir sur des rythmes intenses. Donc moi je me dis vas-y, je joue le jeu. J'ai tenu 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'étais vraiment en mode je peux pouvais plus me le voir en fait. J'en avais vraiment marre. Le Denis là, c'est bon là. Je ne pouvais plus. Donc là, je commence un peu à me rebeller et tout. Je reprends le téléphone et je me rends compte. Donc j'appelle ma génitrice parce que en fait, ce qui était intéressant, c'est que comme on m'avait forcé à avoir des liens avec elle, il y a un moment, moi, j'avais pas du tout ce désir-là. Donc je me suis dit, en fait, il va bien falloir que je trouve un intérêt à avoir des liens avec elle. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait. Donc du coup, elle m'envoyait des clopes, tu vois. Et à chaque fois que je la voyais en visite médiatisée, elle me faisait de la thune, elle m'envoyait des clopes. Donc en gros, c'était un peu mon porte-monnaie, quoi. Tu vois, quand je la voyais, c'était vraiment pour choper sa thune, ses cigarettes et merci, au revoir. Donc là, j'avais pris le téléphone, je lui avais dit, vas-y, s'il te plaît, envoie-moi des clopes par la poste, tu vois. Sauf qu'il avait écouté ma conversation à ce moment-là avec un autre combiné qui était dans une autre pièce.
Et je sais pas ce qui se passait, parce que je me souviens, j'étais en train de couper des tomates à ce moment-là, ça m'avait fait péter un plomb. Donc j'ai pris le couteau, puis après je lui ai mis sous la gorge, tu vois, comme ça. Et je lui ai dit, mais en fait, si tu continues, je te bute, tu vois. Donc forcément, voilà. Bah là, du coup, ouais, là, je suis parti. Pour le coup, là, je suis parti, il a eu peur, parce qu'il s'est dit, bah, le gamin, il suffit qu'il soit complètement cinglé. Il va venir, il va me tuer dans mon sommeil, tu vois. Enfin, on sait pas, c'est possible. Du style, Donc l'éducatrice, le lendemain matin, est venue, et puis on recommence. Elle m'a pris. Et là, j'arrive à Versailles, au foyer d'urgence, au foyer départemental. C'est un peu la gare de triage, tu vois. Voilà, t'as tous les gamins. Sauf que là, elle te remet donc du coup dans une famille d'accueil. Et là, par contre, ça se passe plutôt bien. Après Versailles. En fait, c'est pas. Si tu veux, elle me colle en foyer d'urgence. C'est un peu ce que je disais, la gare de tri. Donc, t'as tous les gamins qui débarquent, les enfants qui viennent tout juste d'être pris par la police en sortant de l'école parce que papa les a violés, et les gamins, tu vois, qui viennent de se faire virer de leur foyer. Donc, c'est un mélange des genres qui peut être particulier. Et c'est des arrivées la nuit, des arrivées le matin, des départs, etc. C'est quand même. C'est compliqué. Et donc moi elle me colle là-bas, et en fait par chance j'y reste que 2 semaines, donc j'y suis pas resté longtemps. J'ai eu beaucoup de chance. Elle me dit, écoute, je te fais partir de ce foyer, parce que là-bas c'est ce qui se fait de pire, quoi. Oui, c'est le pire. Ah oui, c'est le pire. Donc moi elle me dit, bah c'est bon, tu t'en vas, je vais te mettre dans une famille d'accueil, mais je te préviens, tu y restes pour 2 semaines, parce que en fait tu vas aller dans le sud. Et là j'ai un peu pété le seum, parce que j'étais un peu on aurait pu s'épargner tout ce temps, et j'aurais pu y aller en fait beaucoup plus rapidement chez ma première famille d'accueil, parce qu'elle vivait dans le sud, et ce qui vous dérangeait c'était que ce soit le sud. Donc là elle me dit, tu vas être dans un foyer avec un cadre plus strict dans le sud. Donc là, du coup, j'ai atterri ensuite pour 2 semaines chez Madame Moussin, ma dernière famille d'accueil. Mon éduc me dépose chez elle. Moi, je me dis, ça va être compliqué parce que la go, elle avait un regard tellement strict. Je me suis dit, ça va pas matcher. Il y avait un truc je me suis dit, ok, je vais pas rigoler avec elle, tu vois. Genre, tu sens que ça va être carré. Elle me dit, vas-y, assis-toi sur le canapé. Donc, je m'assois à côté d'elle. Et en fait, elle m'a posé une question qu'on m'avait jamais posée de tout mon parcours à l'aide sociale à l'enfance. Une question, mais qui est complètement anodine en plus, mais qui, moi, m'a vraiment bouleversé quand elle me l'a posée. Elle me dit, bah alors, raconte-moi pourquoi t'es là. Une espèce de truc qu'on te demande de raconter ce que t'as compris de ta propre histoire, de ce qui te conduit ici, des circonstances, ce que t'as compris de ton placement. En fait, qu'on me laisse juste m'exprimer, tu vois. Et en fait, je suis une personne qui ne me connaît pas, du coup, tu vois. Et là, franchement, c'était hyper beau parce que on a parlé comme ça pendant des heures. Donc t'as respiré, quoi. Moi, j'ai complètement respiré, ouais. J'étais vraiment en mode merci, parce que d'habitude, t'arrives dans un lieu, ils ont lu le rapport, l'éducasseur a passé son coup de fil avant, ils se disent ah ok, c'est un fouteur de merde, voilà. Et du coup, c'est hyper hostile dès le début. Et en général, il n'y a pas de lien qui se crée. Et là, elle m'a vraiment laissé cette possibilité de me raconter, parce que j'ai trouvé du coup très digne en fait. Enfin, elle m'a redonné un peu une dignité en faisant ça, tu vois. Je n'étais pas dépossédé de mon propre, de la narration. Mon propre récit, tu vois. Un truc de cet ordre-là. Et donc je raconte mon parcours, je raconte des choses que j'avais pas forcément racontées à d'autres adultes avant. Et là, elle a une réaction pareille qui m'a fait beaucoup de bien. Elle me dit, mais tu sais, moi je suis famille d'accueil depuis très longtemps. Et en fait, ce que tu me dis là, c'est vraiment pas la première fois que je l'entends. On a beaucoup qui sont passés chez moi qui me racontent la même chose. Et là, je me suis dit, mais c'est complètement fou. Ah bon, comment ça ? Enfin, moi, je me suis dit, en fait, c'est bizarre parce que tu vois, quand tu vis en foyer, tu vois bien que t'en as d'autres qui se font maltraiter comme toi, qui se font bolos comme toi, tu vois. Donc, tu sais bien que t'es pas tout seul. Tu vois les autres victimes dans le groupe. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui est inconscient. Tu les vois, mais tu te dis, non, c'est pas possible, je suis le seul. Ou voilà. Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, je suis pas seul. On est plusieurs. Déjà, il y avait un côté très déculpabilisant, presque égoïstement rassurant, tu vois, en se disant, ah ouais, je suis vraiment pas seul, ok. Tu vois, ça va, je suis pas seul. Et du coup, c'était hyper fort pour moi à ce moment-là. Et après, elle me dit, et c'est là où elle a été très intelligente avec moi, elle me dit, bon, je te préviens tout de suite, ici, il y a 2 règles. La première, c'est que tu me ramènes pas à la police. Parce qu'il faut savoir que c'était un peu la maison du bonheur, tu vois. Donc, en bas, tu avais ses cousins d'Algérie sans papier. Il y avait d'autres gamins de l'ASE qui étaient jeunes majeurs. Enfin, tu vois, donc il y avait un peu... C'était la cour des miracles, on va dire. Voilà. Mais moi, j'ai adoré, tu vois. Donc, elle me dit, tu me ramènes pas à la police. Et la deuxième règle, c'était tu rentres avant 22 ou 23 heures. Et là, je me suis dit, mais elle est complètement folle, cette meuf, tu vois. Genre, j'avais quel âge ? J'ai 14 piges. Donc voilà, et puis en fait, du coup, pendant les 2 semaines que j'ai passées chez elle, je n'ai même pas ressenti le besoin, tu vois, de partir, en fait. Je suis resté avec elle quasiment tous les jours. Elle me racontait les histoires de ceux qui passaient par chez elle. Donc moi, je me nourrissais beaucoup de ces anecdotes. Et voilà, on a créé un lien comme ça. Au bout de 2 semaines, t'as l'éduc qui revient parce qu'il fallait aller dans le sud. Et en fait, ce qui était très beau, c'est qu'elle s'est interposée à ce moment-là
Donc elle lui a dit mais je comprends pas pourquoi vous voulez l'emmener dans le sud, vous avez qu'à le laisser là, il y a des chambres, enfin franchement, voilà. Ouais. Elle appelle son chef et il lui dit bah écoute Laure, pour une fois que quelqu'un veut bien de lui, je vois pas pourquoi tu le laisses pas là-bas, tu vois. Ouais. Et en fait cette phrase elle disait tout, tu vois, j'étais vraiment en mode Ouais, mais- parce que lui aussi il était soulagé, il se disait il a enfin trouvé quelqu'un qui le comprend, qui l'écoute. Ouais, qui, je tu vois. pense. Et puis, Ouais, il y a un truc comme et ça. puis, il y a un truc de stop. On arrête Ouais. les frais. Et c'est comme ça que je suis resté chez elle jusqu'à ma majorité. Et j'aurais pu rester d'ailleurs juste après. Tu vois, quand j'ai repris les études, quand j'étais en master au rentrant du Canada, je suis retourné vivre chez elle. Pardon, juste une petite pause, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment trop bon. hein. Mais attends, j'ai même pas goûté parce que tu me Goûte, fais goûte, parler vas-y, depuis goûte, tout à l'heure. goûte, goûte, ouais. Vas-y, après on continue le truc, mais c'est vraiment extraordinaire. Le poisson, c'est une tuerie. Un grand merci, hein. Merci beaucoup. Vraiment sublime, vraiment merci beaucoup. Je rappelle, chez Lemzo, rue Geoffroy de Chavagnac, dans le 11e. Donc pardon, je te coupais. Je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, je disais les jeunes. En fait, quand on approche des 18 ans, il y a toujours un peu. C'est même pas un peu, c'est une angoisse qui est énorme, tu vois. Mais ce truc de est-ce que l'ASE va me mettre dehors ou est-ce que je vais avoir ce que les gens appellent vulgairement, et l'ASE en premier lieu, le contrat jeune majeur, qui est un peu la possibilité de maintenir ta protection au-delà de ton 18e anniversaire. Il faut savoir qu'en France, tu as une personne sans domicile fixe sur 4 qui est un ancien enfant placé. Et c'est 40% des jeunes SDF âgés de moins de 25 ans qui sortent tout droit de foyer ou de famille d'accueil. Donc ça veut dire que tu as quasiment un SDF sur deux qui, dans les rues de Paris, tu peux être quasi certain que c'est un ancien de l'ASE. Voilà. Et ce que j'ai trouvé très beau dans la relation que j'avais avec cette famille d'accueil, c'est qu'en fait, tout de suite, elle m'a dit, en fait, t'es ici chez toi, ne stresse pas pour tes 18 ans, parce que voilà, ici, c'est chez toi, en fait. Tu vois. Et ça s'est vraiment confirmé, donc j'ai trouvé que c'était très fort et très beau. Ça s'appelle comment, Madame Moussa, c'est ça? Ouais. Madame Moussa, on la salue, Madame Moussa, bravo. On peut, Bravo, ouais. parce que vous l'avez transformé, notre petit, là. Ouais, elle m'a mis des... Enfin, franchement, elle m'a... Ouais. Et alors, est-ce que c'est la question qu'elle t'a posée, voilà, et cette capacité d'écoute, de compréhension qui t'a aidé, qui t'a poussé à écrire ton Oui, parce qu'en livre, fait, quand dans elle me les raconte... foyers. c'est une partie, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en me racontant toutes les anecdotes de ceux qui étaient passés par chez elle, déjà, tu te dis, mais en fait, ouais, ok, je suis pas... Enfin, déjà, je suis pas seul. On est nombreux. Et ce qui, moi, m'a poussé vraiment à prendre la parole, c'est 2 facteurs. Le premier, une recherche Google, où je me suis rendu compte qu'en fait, quand on tapait enfant placé dans Google, il n'y avait rien. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on n'existait pas. Ouais. Et là, je me suis dit, il y a quand même un putain de problème. Ouais. Enfin, c'est juste pas normal, tu vois. Donc ça m'a vraiment énervé. Et les seuls témoignages que je trouvais, c'était des témoignages de gens, mais tu vois, qui racontaient leur parcours d'orphelin après la Seconde Guerre mondiale. Donc je me suis dit, il y a quand même un sujet, tu vois, c'est qu'en fait, on est très nombreux à cette époque. Alors maintenant, on est beaucoup plus nombreux, enfin, ils sont beaucoup plus nombreux, mais quand j'ai commencé ce processus-là et ce militantisme, on devait être 280, 300 000, tu vois. Ouais. Donc voilà, on était quand même... alors, on ne représentait pas une masse, quoi, mais en tout cas, il y avait quand même plus de 300 000 gamins qui étaient concernés. Donc tu te dis, c'est pas rien. Donc ça m'avait vraiment énervé. Et puis de voir, en fait, en parlant aussi avec des anciens camarades de foyer, de voir qu'eux-mêmes, en fait, avaient extrêmement souffert, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible qu'on ne parle pas de nous, que personne ne se soucie de nous, tu vois. Donc c'est vraiment la colère, moi, justement, qui a été aussi un moteur. La colère par rapport à ma propre histoire. Ouais. Parce que du coup, je suis parti ensuite consulter mon dossier judiciaire, consulter mes dossiers administratifs dans les différents foyers dans lesquels j'étais passé. Et je me suis dit, mais en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà écrites, tu vois. Et vous n'avez rien fait, donc je comprends pas. Enfin, il y a quand même un... Ouais, il y a un vrai problème, en fait. En fait, ton histoire, elle était consignée, mais elle était consignée comme un truc un peu presque des fiches hospitalières, administratif et froid et tout, tu vois. C'est ça. Et toi, tu lui donnes vie. Ouais. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis une responsabilité, quelque part, elle est un peu étatique aussi, parce que même si elle n'est pas responsable directement de la mort des Lily, des Nour, etc. qu'on a cités avant, elle tend aussi à déshumaniser ces parcours-là qui sont des parcours qui ont besoin d'être écoutés, tu vois. Oui. Donc voilà. Donc voilà, donc c'était ça mes motivations. Est-ce que tu as toujours l'impression de ce que tu disais il y a quelques mois, tu as l'impression de crier dans le vide? Est-ce que tu as toujours l'impression de crier dans le vide? Bah, en fait, il y a toujours cette sensation parce qu'il y a quelque chose de très frustrant à observer. Alors en plus, moi j'ai cette particularité d'avoir choisi que ma vie professionnelle soit aussi intimement liée à ce sujet-là. Donc, ce qui est un risque. Ce qui est un risque, oui et non. Enfin, ça dépend comment tu... Voilà, mais c'est une question d'équilibre après. Mais, quand tu vois les conséquences en tant que professionnel sur le terrain tous les jours, qu'en tant que militant, tu vois bien que les choses, elles bougent pas à la hauteur des enjeux, au regard de la gravité de ce que l'on vit en ce moment.
il y a un truc qui fait péter un plomb. Il y a vraiment un truc qui fait péter un plomb parce que quand tu les entends là, tous, ils sont là, oui, il faut sauver les enfants c'est ce qu'on a de plus précieux, on fait de la politique pour nos enfants, je m'engage pour les enfants, pour mes enfants, etc. La protection de l'enfant, c'est une priorité. Non mais ça me fait péter des plombs parce que je suis vraiment en mode, mais enfin, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Parce que là, nous, en fait, au niveau de l'ASE, dans nos foyers, chez les familles d'accueil, etc., c'est la merde. C'est une situation sanitaire catastrophique. Tu vois, les gamins de l'ASE, par exemple, on le dit pas beaucoup, mais on a 122 fois plus de risques d'être hospitalisés en pédopsychiatrie pendant notre placement que les enfants en population générale. On n'a que 13% qui réussissent à s'inscrire à un bac, que ce soit un bac général ou professionnel, contre 80% en population générale. Donc, tu te dis, mais si vous vous engagez pour les enfants, alors pourquoi vous n'êtes pas plus rapide, plus vif justement sur ce sujet ? En fait, je ne comprends pas pourquoi vous laissez cette situation pourrir depuis des décennies en regardant sans rien faire, alors que les conséquences humaines, elles sont terribles, les conséquences économiques, elles sont terribles aussi, les conséquences sociétales, pareil. Donc en fait, là, vous ne produisez que de la merde. Et il y a un moment, c'est juste pas possible, tu vois. Enfin, faut vraiment se réveiller. Donc oui, il y a quelque chose de très frustrant, mais même quelque chose de très révoltant, en fait, tu vois, de voir ça au quotidien et de se dire, en fait, ça agit pas à la hauteur de ce que moi j'observe, tu vois. Ça rend fou. On va te répondre, l'heure est aujourd'hui aux économies. Mais les économies, c'est justement d'investir. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que, et d'ailleurs, il y a de très bonnes études qui ont été conduites, pour 1 euro investi dans le système de protection de l'enfance, on en récupère 2, tu vois. Donc en fait, si on veut vraiment faire des économies, essayer de rationaliser un peu les coûts, ou en tout cas les dépenses, on investirait beaucoup plus que ce qu'on investit aujourd'hui, parce que ça nous rapporte derrière. Ouais. Est-ce que tu penses toujours qu'on préfère aujourd'hui faire des ronds-points ? Ouais, mais j'en suis convaincu. Oui. Moi, j'ai entendu, tu vois, des élus, on va dire lesquels, même si j'aimerais bien, mais un gros connard dans les Hauts-de-Seine, qui est mort maintenant, qui m'avait dit une fois, on investit quand même déjà beaucoup pour ces enfants. Voilà. En parlant des gamins de l'ASE dans son département. Les Hauts-de-Seine, c'est le département le plus riche de France. 550 millions d'euros d'excédent budgétaire pendant des années. Donc, quand on te sort ça, tu te dis, obligé. Il s'appelle Devedjian. Voilà. On le dit. Un mot sur le scandale du périscolaire avec l'ouverture du premier procès d'un animateur pour harcèlement et agression sexuelle au sein de l'école Titon à Paris. Le fait qu'il y a un procès qui s'ouvre, est-ce que c'est une avancée pour toi ? Bien sûr. Évidemment, d'autant qu'on sait que la justice, alors elle commence un peu à évoluer depuis un petit moment maintenant, mais sur ces sujets-là, mais a pendant longtemps très mal considéré les affaires liées à la pédocriminalité, violences faites aux enfants. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui que le monde judiciaire, que l'autorité judiciaire se saisisse davantage de ces enjeux-là, sanctionne ceux qui doivent être sanctionnés et reconnaissent les enfants à leur juste place, celle de victimes en fait, pour qu'il y ait ensuite une réparation possible. Après, je dis attention parce que la justice ne peut pas être le seul outil ou le seul moyen de se réparer ou c'est pas un remède, tu vois. Il y en a beaucoup, par exemple, qui disent voilà, il faut saisir la justice, ça te fera du bien, puis comme ça tu seras réparé derrière. Non, c'est pas la seule voie. Il y a derrière tout un ensemble de politiques publiques à mettre en œuvre, que ce soit au niveau des soins, au niveau des psychothérapies qui sont pas forcément toujours remboursées, y compris pour les enfants victimes. Tu vois, il y a aussi tout ça. Voilà. Ouais. Donc, la justice, en tout cas, se saisisse, oui. Enfin, c'est même, j'ai envie de dire, la moindre des choses dans un état de droit, dans une démocratie. Et particulièrement quand il s'agit de faits aussi graves que cela. Lies, on arrive à la fin de cette émission. C'est passé super vite, je crois que ça fait 4 heures qu'on est ensemble. Et depuis tout à l'heure, tu vois, j'essaye de manger. Ouais. Je peux pas manger parce que tu me fais parler. Et comme je vois que tu bouffes pas, je me dis, moi j'ai la dalle. T'inquiète, tu iras derrière, je le fais, t'inquiète. Mais je suis dégoûté, j'ai mis un peu de poulet par terre et tout. J'ai un peu de poisson aussi. J'ai une dernière question à te poser. Et elle est, pour moi en tout cas, peut-être pas pour toi importante. Qu'est-ce que dirait l'enfant Tu peux me dire c'est de la merde. En vrai, je vais te le dire, c'est de la merde. Tu réponds pas. Vas-y. Très gentil, tu veux faire parler l'enfant intérieur. Voilà. Vas-y. Tu veux Le ton petit petit truc. Allez, vas-y. Voilà, parce qu'il faut du pathos. Voilà, ouais, c'est ça, vas-y. On négocie un contrat avec la Paramount qui a besoin de pathos un peu. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire dire à l'enfant intérieur? Vas-y. Qu'est-ce que l'enfant intérieur Non, mais je me rends compte en la posant cette question qui est un peu merdique. En fait, t'es Faustine Bollert, quoi. Oui, c'est ça. J'ai Faustine en face. Ça, je me faustinise. J'adore Faustine, mais.
Vas-y. C'est vrai qu'elle est très bien en plus, Faustine. Qu'on salue. Mais je suis pas comme elle. Qu'est-ce que dirait l'enfant qu'est-ce que dirait l'enfant, ou alors quel regard tu portes sur ton parcours, sur ton... Voilà, il y a un truc, même si moi ce mot-là, on dit qu'il est... Non mais ce mot-là, on dit qu'il est bien, il est pas bien, c'est le mot de résilience. Est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un qui s'est battu, qui est dans la nuit? Là, tu m'as coché les cases du bingo cucu. Mais genre le truc récurrent, genre, fais parler ton petit enfant intérieur, comme ça va faire un peu pleurer. Exactement. La résilience, alors là c'est pareil, C'est là ça. tu t'es ça. engouffré Je dans le suis engouffré concept, dedans. vraiment c'est sur le bingo, voilà. C'est ça. Non, je suis navré, je ne ferai pas parler l'enfant intérieur. Parfait. C'est vrai, je n'ai pas cette capacité de... Eh ben, projetons-nous vers l'avenir. Je te propose qu'on se Vas-y. Je te propose qu'on projette plutôt vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Alors là, à court terme, il faut que la loi sur l'avocat soit votée par les sénateurs le 28 mai. Voilà. Donc si vous diffusez cette vidéo avant le 28 mai, les gens qui nous regardent doivent appeler vos sénateurs. Je sais que vous les connaissez pas, parce que personne ne les connaît, les sénateurs, mais il faut que vous regardiez sur Internet, vous leur faites des mails, vous leur dites surtout ayez pitié des pauvres petits enfants placés à l'aide sociale à l'enfance et votez la loi. Voilà, exactement. Voilà. Tu vois, on va prendre les mêmes ressorts. Et voter la loi pour qu'ils aient tous au moins un avocat. Voilà. Donc c'est le meilleur que tu peux me souhaiter, mais même j'ai envie de dire que tu peux nous souhaiter. Tu vois. Mais en tout cas, vraiment, c'est fou. Ouais. Tu vas me dire encore une fois, c'est du pathos et tout, mais je te trouve ultra joyeux, ultra. Tu vois, non, mais je trouve ça. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, bravo, parce que c'est vraiment compte tenu de ce que tu as vécu, avoir. Plus la pêche que moi, c'est ça. C'est parce que tu me fais bien manger, c'est pour ça. Je les ai tous avec de la bouffe. Depuis le début, je les ai tous avec de la bouffe. Ça aide. Merci Lies, merci beaucoup encore. Merci au restaurant chez Lemzo. Ouais, merci beaucoup. Merci Tata pour cette exceptionnelle cuisine. Et n'hésitez pas, c'est un ordre. Suivez-nous sur YouTube, Spotify, Insta, TikTok, etc. Voilà. Merci encore. Merci.